Le transport actif est un transport qui va être capable d'envoyer des éléments contre le gradient de concentration. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer les éléments du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, là c'est le contraire, il va envoyer ce qui est le moins concentré vers le plus concentré. Le grand truc qui va différencier par rapport au transport passif, c'est qu'il va falloir de l'énergie pour pouvoir faire ça. Donc les transports actifs sont de deux grands ordres, transport actif primaire, transport actif secondaire. Alors pour le transport actif primaire, il faut revenir un petit peu se mettre en tête le mécanisme de diffusion facilité par canaux protéiques. Donc tu te souviens un petit peu, les grosses protéines qui laissent passer les éléments de manière passive à travers la membrane. Bon, c'est presque ça, sauf qu'en fait là les protéines elles sont fermées et ne vont s'ouvrir que pour un certain type d'éléments une fois qu'il y aura de l'énergie. On va prendre l'exemple, la pompe la plus classique, parce que c'est plus des canaux passifs, maintenant ce sont des pompes. La pompe la plus classique c'est la pompe NaK-ATPase. Alors c'est un méga nom, mais en fait ça veut dire quoi? Na sodium, parce que ça va faire passer du sodium dans un sens, K parce que ça fait passer du potassium dans l'autre sens, ATPase parce que ça va demander la dégradation d'une énergie pour fonctionner. Et l'énergie en question, c'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. Alors pourquoi triphosphate? Parce qu'il y a trois phosphates, trois éléments phosphates, qui vont permettre d'activer, en fait, ça va être la clé active de la pompe pour que ça marche. Et l'ATP, dans tout le corps humain, c'est vraiment l'énergie, l'élément énergétique de base. C'est vraiment la pile qui permet à tout de fonctionner. Quasiment tout, quoi. Donc en gros, comment elle fonctionne cette pompe? Faut l'imaginer qui va être à moitié ouverte, à moitié fermée, dans sa position de repos. Ici, on va pouvoir stocker du Na. Une fois que le transporteur est prêt, chargé en Na, l'ATP va venir se lier à la pompe et donc l'activer. Ça, c'est la clé d'activation. La pompe s'ouvre dans l'autre sens, libère le sodium, puis immédiatement du potassium va venir prendre la place. Pendant ce temps, l'ATP se fait dégrader par une enzyme, l'ATPase, d'où le nom, pour donner finalement de l'ADP plus un phosphate inorganique. ADP, 2 phosphates, puisqu'il n'y en a plus qu'un vu qu'on en a viré un de l'ATP. Sauf que l'ADP, c'est pas suffisant pour faire fonctionner la pompe, du coup la pompe se referme, reprend sa position initiale, l'adénosine diphosphate est dégagée, va se faire recycler plus loin dans les mitochondries, le potassium est libéré à l'intérieur de la cellule. Et puis ça recommence encore et encore selon les besoins. Ce genre de pompe, ça peut fonctionner pour le sodium, pour le potassium, pour le calcium, pour l'hydrogène. Tiens, la pompe à protons, t'as déjà entendu parler? Bah c'est ça. Le transport secondaire, quant à lui, il est un peu particulier. Il va vraiment falloir le visualiser pour le comprendre. Il est un peu plus complexe à expliquer. En fait, c'est une sorte de mix entre le transport actif primaire et la diffusion facilitée. Donc dans un premier temps, tu vas avoir les ions Na qui vont être envoyés de manière active par le transport actif primaire dans un milieu où il y a un fort gradient de concentration. Donc naturellement, il va vouloir revenir vers le milieu le moins concentré pour équilibrer un petit peu tout ça. Tu te souviens, question d'équilibre, tout ça, on l'a déjà vu. Donc en fait, le sodium qui est envoyé vers le milieu le plus concentré, il a emmagasiné une forme d'énergie, une énergie cinétique, qui va vouloir restituer, il va vouloir revenir. C'est un peu comme quand tu lances un boomerang. Voilà, hop, c'est parti, il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir. Et ben c'est ce qu'il va faire. Il va revenir vers le milieu le moins concentré. Sauf que ce qu'il va faire, en même temps qu'il va revenir, qu'il va passer à travers les canaux protéiques, donc de manière passive, il va embarquer avec lui d'autres éléments, du sucre, des ions, des acides aminés, etc. En fait, on va dire qu'il co-transporte des éléments. Donc c'est donc grâce à cette énergie emmagasinée, un peu comme quand tu tends un élastique qui demande qu'à repartir, bah c'est grâce à ça qu'il va permettre de capter d'autres éléments qui ne seraient pas forcément passés sinon. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que fonctionne l'intestin. Les cellules intestinales balancent du Na dans la lumière de l'intestin, et au moment où le Na va vouloir revenir, ça va emmener avec lui des nutriments, des vitamines, etc. Ce qui va permettre donc en partie la digestion. Si ça te parle un petit peu plus, imagine que tu lances une balle en l'air. Quand tu la lances, c'est le transport actif, tu utilises ton énergie pour la lancer. Par contre, quand elle va redescendre, finalement, elle ne fait jamais que restituer l'énergie, la gravité, d'accord, qui lui a été donnée. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le transport membranaire. Alors je sais qu'il reste encore le transport vésiculaire, mais ça on en parlera plus dans d'autres vidéos, on verra un peu plus tard. Si j'ai pas été assez clair, n'hésite pas, tu m'envoies un commentaire, on en reparle, y a pas de problème. Si jamais ça t'a plu, si t'as appris quelque chose ou quoi, n'hésite pas à partager, à faire tourner la vidéo pour les autres SI, et pourquoi pas d'autres IDE. En attendant, je te souhaite bon courage pour le taf, à bientôt, ciao.